qu'on touche à tout. En fait, on vient complètement toucher à notre confiance en la vie, envers un peu tout. Et je pense aussi le contraste, le lieu extrêmement bucolique, hein, ce ciel bleu, ce lac, cet endroit un peu paradisiaque, des enfants qui jouent, qui s'amusent. Donc, on voit toutes ces images un peu dans notre tête où on a l'impression qu'à cet endroit, rien ne peut nous arriver. On est dans un moment de plénitude. Donc, c'est de venir gâcher ce moment et de dire que finalement, peu importe où vous vous trouvez, même dans une petite ville sans histoire à l'autre bout, oui, vous êtes menacé. Il y a cette possibilité. C'est l'allégorie de ce qui se passe en France. Hein. La France était comme ça il y a 50 ans. Et effectivement, avec une politique migratoire folle et une politique de naturalisation encore plus folle, on a transformé notre pays en un coupe-gorge. Voilà. Ce que vous dites d'Annecy, ce cadre bucolique, etc., les Français de ma génération et des générations antérieures l'ont connu. C'était pas simplement à Annecy, c'était dans la majorité des territoires français, dans des villes comme Nantes, où vous pouvez plus mettre les pieds aujourd'hui dans le centre-ville à partir de 22h. Voilà. Donc, si vous voulez... Judith Vintraube. Judith Vintraube, Nathan Dever, ensuite. Dire ça, c'est d'une certaine façon banaliser. Non, c'est le dénoncer. Qui, justement, n'a rien de banal, rien de courant, et heureusement, rien de fréquent. 140 coups de couteau par jour, Judith Vintraube. Juste un petit rectificatif, je suis désolé, je n'ai pas dit que c'était un acte courant, bien entendu, et Dieu merci, ça ne l'est pas. Je dis juste que quand vous avez entre 120 et 140 coups de couteau quotidiens en France, c'est-à-dire des agressions au couteau, même si évidemment les coups de couteau administrés à des enfants, à des nourrissons, ébranlent à juste titre la France et les Français et tout être humain, il faut effectivement considérer que par ailleurs, l'agression au couteau est malheureusement devenue banale et c'est certainement pas, je dirais, majoritairement des Français du peuple historique qui manient cette arme blanche au quotidien. Mais vous savez pourquoi ? C'est combien de fois, sur les 10 dernières années ou même sur les 50 dernières années, vous avez vu des gens rafalés ou tués au nom de Jésus est grand ? Moi, je vous répondrai de deux manières. Le christianisme n'emporte pas, ni même les chrétiens intégristes, ils n'emportent pas de projet idéologique de conquête du monde. Il n'y a pas de suprémacisme chrétien comme il y a un suprémacisme islamiste, et d'ailleurs qui est très théorisé. Hein. Si vous lisez les manuels de Saif el-Islam Hassan el-Banna, qui est le fondateur des Frères musulmans, et si vous lisez la propagation internationale de la révolution islamique telle qu'elle a été théorisée par Sayyid Qutb, qui est le grand théoricien de l'islamisme international, c'est des choses qui sont documentées et référencées. Il n'y a rien de tel dans le christianisme, excusez-moi de vous le dire, ni dans le judaïsme d'ailleurs, qui n'est pas une religion prosélyte comme vous le savez. N'importe quoi. D'abord, premièrement, c'est pas le grand lecteur des évangiles que je suis qui va vous dire du mal. Donc lisez-les d'abord. C'est pas le sujet. Ce que vous dites sur le judaïsme est faux. Enfin, on pourrait trouver des textes violents dans l'Ancien Testament. Oui, il y en a. Non, dans mais le Deutéronome, aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent judaïser le monde. Dans l'histoire du christianisme, avec des attentats. Il y a eu des violences, mais c'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Ce que je signifie, ce que j'exprime, c'est votre parti pris sélectif d'interprétation, premièrement. Deuxièmement, la manière dont vous avez présenté les choses, et c'est très significatif, c'est de prendre ce fait, qui encore une fois est un fait tragique, et nous sommes tous autour du plateau, les 6 personnes autour du plateau, à dire que c'est un fait tragique, personne ne va relativiser. C'est de l'inscrire dans un récit. De dire, vous voyez, la France n'était pas comme ça avant, c'est un truc, ce n'est pas le fait... Vous avez parlé de peuple historique. Ben oui. D'accord. Qui a fait le Human Bomb à Neuilly-sur-Seine ? C'était pas un membre du peuple historique selon vous ? Mais attendez, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Effectivement, mais des coups de couteau, il y en a eu aussi. Hein. Si vous prenez les statistiques des années 60, il y avait des coups de couteau en France. Hein. C'était 2 par an, de 2 à 4 tous les 2 ans. Donc il y avait des coups de couteau, donc je vous donne raison. Sauf qu'on est là dans une quantité totalement différente. C'est-à-dire que, en fait, l'immigration massive a charrié dans son arrivée en France de manière incontrôlée des phénomènes qui ont amplifié ce qui effectivement existait de manière embryonnaire à la base. C'est ça ce que je vais vous expliquer. Mais on verra si c'est... On ne sait pas s'il est chrétien, par exemple. On a dit, il s'est autoproclamé chrétien. Il n'y a pas de trace. Excusez-moi, Jean. Il n'y a pas de trace de sa présence dans aucune communauté syrienne en Suède. Pas de trace de sa présence dans aucune église. Que moi que Abdelmasih, non mais attendez, on sait très bien, juste un dernier mot, on sait très bien que quand les gens arrivent de cette région du monde, ils ont des récits tout construits où effectivement se faire passer pour un homosexuel, se faire passer pour un chrétien d'Orient, ce sont des éléments qui sont de nature à favoriser l'acceptation de votre dossier d'asile. Il est peut-être chrétien, je n'en sais rien. En tout cas,
à l'instant où on parle, tout porte à croire, il y a un faisceau d'éléments qui sont quand même assez accablants pour démontrer le contraire. Mais peut-être que c'est un martien dans ce cas-là. Peut-être que c'est un agent de la CIA, des services secrets. Mais attendez, vous trouvez qu'il a... C'est absurde. Vous trouvez que le mec avec une barbe et un kéfier, il a un look de chrétien avec un couteau? Excusez-moi, vous savez... Vous aviez l'air déçu, vous n'étiez pas satisfait des mots du chef de l'État? Je suis un peu déçu de la manière dont ça s'est passé, si vous voulez, parce que toute la France parle d'Henri. D'ailleurs, on a été la première chaîne ici à en parler. Le président de la République avait l'air un peu hagard. Il semblait découvrir Henri en le voyant, ce qui m'a beaucoup étonné. Il s'est adressé à lui quelques dizaines de secondes. On a connu le président de la République beaucoup plus solennel pour saluer le courage et la bravoure dans d'autres circonstances. Lorsque Mamadou Gassama, vous savez, le voltigeur des balcons qui a sauvé ce bébé, il a été invité solennellement à l'Élysée par le même Emmanuel Macron, qu'il a naturalisé, qu'il a fait embaucher par les sapeurs-pompiers, qu'il a décoré de la médaille, qui a été ensuite décoré par la médaille de la ville de Paris, à qui on a obtenu également un logement. Donc, si vous voulez, il y a une seule... Et c'est d'ailleurs à juste titre, tout ça. Mais je ne comprends pas, si vous voulez, cette différence de traitement entre deux héros. Ça me semble, si vous voulez, tellement banal. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron... On peut imaginer des suites. A reçu... au lendemain de l'attaque. Non, mais il sera très certainement décoré. Mais il aurait fallu qu'il soit invitalisé. D'ailleurs, j'étais encore plus étonné parce que, vous savez, Emmanuel Macron a ensuite prononcé un discours à la préfecture de Haute-Savoie. À aucun moment, il n'a cité le nom d'Henri dans son discours. Il a remercié à juste titre tous ceux qui étaient intervenus, mais il n'a pas mentionné le nom de ce héros. Ça interroge quand même, c'est bizarre. Mais vous ne pouvez pas dire que les deux sont chrétiens parce que les deux se proclament chrétiens. D'accord ? Celui qui a poignardé ne trouvera dans les évangiles aucune justification à ses actes. Vous avez cité Saint Paul. Mais même Saint Paul, mais ça n'a rien à voir. Même les épîtres, il ne trouvera dans le Nouveau Testament aucune justification à son acte. Non, mais juste... Allez-y, pour conclure, franchement, c'est pas sérieux. Non, je suis très sérieux. Il faut lire les textes et voir de quoi procèdent les actes individuels par rapport au texte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Henri est aux antipodes des valeurs que promeuvent notre époque. C'est quelqu'un qui est dans le don de soi, c'est quelqu'un qui est croyant, c'est quelqu'un qui est pratiquant, un peu comme Arnaud Beltrame. C'est ce que je viens de vous dire. Notre société rend hommage à tout ce qu'elle n'est pas, à tout ce qu'elle n'est plus. Voilà ce qu'il faut se dire ce soir sur ce sacrifice, ou en tout cas cette geste admirable d'Henri. Donc un besoin de réponse. J'irai encore plus loin que ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un véritable intérêt à faire un tir de barrage politique pour surtout éviter que les gens interrogent au moment où ces drames arrivent le pourquoi du comment. Parce qu'on sait très bien que c'est à ce moment-là que les Français sont les plus lucides, que les Français étant touchés, eh bien, ils ont une capacité à comprendre, en tout cas une ouverture à comprendre ce qui peut se passer si on le leur dit. Or, il y a tout un système qui n'a pas intérêt à cela. Et donc, il y a un tir de barrage qui s'appelle récupération, qui s'appelle procès en instrumentalisation, pour éviter justement qu'à ce moment où les Français sont le plus lucides sur ce qui leur arrive, qu'il y ait des gens qui leur ouvrent les yeux en leur montrant que tout ça ne tombe pas du ciel, que ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais que ce sont les résultats de politiques, d'une volonté politique continuellement poursuivie depuis une quarantaine d'années qui aboutit à ce genre de résultats. Quant aux manifestations de gens qui se réunissent dans le jardin à Annecy qu'on a qualifié d'ultra-droite, excusez-moi, quand il y a eu la mort d'Adama Traoré et la gauche entière et les chevelus à catapulte ont manifesté pendant des jours et des semaines pour dénoncer les violences policières. Qui a parlé de récupération à ce moment-là? On manifeste sur cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi le même système ne s'en émeut pas? C'est quand même incroyable. Vous voulez ça, rien que ça, du point de vue de la pudeur ou de la décence républicaine, ça devrait interroger. Non mais Nathan Dever, on est un débat sur la question... Attendez, où était votre pudeur et où était votre émotion? Sur Adama Traoré, vous allez d'une part, oui. mais pas que lui. Quand le maire de Saint-Brévin, alors qu'on ne connaît rien de ce qui s'est passé dans l'incendie de sa maison, et que vous avez 200 gigolos qui vont manifester avec des écharpes en disant on vient soutenir le maire de Saint-Brévin face à l'extrême droite, c'était pas de la récupération, ça. Là, ça passait crème. Vous m'avez vu dire quoi sur Saint-Brévin? Parce que vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. En tout cas, moi, je réponds à ce que vous avez dit. Excusez-moi, vous avez eu le verbe moins hardi
quand il s'agit de choses pour dénoncer des violences policières, par exemple. Vous faites mon ventriloque, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit. Moi, j'ai condamné, sur Saint-Brévin, j'ai condamné le fait qu'il y avait eu des menaces sur les réseaux sociaux. Il y a une enquête, on verra ce que non, mais sur la manif de récupération des gauchos, après, qui sont allés, soi-disant, lutter contre l'extrême droite. Eh bien, vous vous trompez, vous pouvez vérifier sur Internet. J'ai donné raison au maire de Saint-Brévin qui avait condamné les récupérations politiques. Donc vous voyez, vous faites le ventriloque. Moi, je réponds à ce que vous venez de dire. Non, d'accord, mais je vous donne acte si vous l'avez fait, je n'en sais rien. Mais je constate qu'effectivement, il est certaines récupérations de manière générale qui vous sied et pas d'autres. 78%. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse parce que pour moi, si vous voulez, le droit d'asile, le but premier du droit d'asile, c'est pas d'avoir la nationalité française. Le but premier du droit d'asile, c'est d'accueillir des gens qui sont en danger chez eux. Et j'ajoute que le droit d'asile qui s'applique encore aujourd'hui, il a été imaginé et structuré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la séparation entre l'Est et l'Ouest, et il a été taillé en quelque sorte pour une immigration européenne en provenance du bloc communiste, c'est-à-dire en gros les Solzhenitsyn, quoi, si vous voulez, des gens qui fuyaient les dictatures soviétiques. Et on était à quelques centaines de réfugiés à cette époque-là. Aujourd'hui, ce droit d'asile qui a été conçu à une autre époque et pour une autre géographie est complètement dépassé aujourd'hui et on s'en sert d'ailleurs non seulement comme une filière d'immigration, mais aussi comme une filière de naturalisation. Alors, vous répondre, je termine. 23h30, la naturalisation doit être un processus spécifique qui doit couronner une trajectoire d'assimilation à la France. L'assimilation, en tout cas la politique de naturalisation, c'est pas de considérer que la distribution de la nationalité française se fait comme des haribots à des gens, si vous voulez, qui n'ont ni la culture française, ni les us et coutumes françaises, rien. Et c'est pourtant ce qu'on a fait sur ces 40 dernières années. Nous avons aujourd'hui en France des gens qui portent administrativement la nationalité française, mais qui ne vivent pas au bout de la deuxième, parfois la troisième génération, qui ne vivent pas comme des Français. Et je suis désolé, le droit d'asile doit s'inscrire également là-dedans. Il faut le réduire drastiquement. Ça ne doit plus être une filière d'immigration de droit commun. Et ensuite, il faut effectivement donner des cartes de résident aux gens, mais c'est rien sans garantie qu'ils deviennent français. Ça, c'est une autre affaire. Donc, si vous voulez, la charité, c'est l'amour de l'autre, même si l'autre me fait du mal, premièrement. Ça, c'est inscrit dans l'histoire de France bien avant la Révolution, et la Révolution n'a fait que séculariser un principe qui était un principe religieux, premièrement. Deuxièmement, moi, je veux bien qu'on discute... Incroyable ce qu'on entend. Non, mais c'est la vérité historique. Donc, en fait, il faut continuer à accueillir les gens qui nous font du mal. Mais vous êtes extraordinaire. Vous parlez de protection de la culture chrétienne, etc. Je vous explique ce que c'est que le catholicisme. C'est le Christ, c'est la charité, c'est l'évangile de Saint Jean, dont le chapitre 15 dont je vous parlais. C'est pas un truc de fermer les frontières, c'est le Christ. C'est pas du tout ça, le Christ. Parlez-nous des croisades, par exemple, pour protéger les pèlerins qui vont en Terre Sainte. Ça aussi, c'est le catholicisme. Trouvez-moi dans les évangiles une justification des croisades. Alors, c'est la protection. Dans quel passage? Alors, c'est formidable. Dans quel passage des évangiles, ne citez pas Saint Paul, dans quel passage des évangiles vous me trouvez une justification des croisades? Dans quel passage des évangiles? Aucun. Mais non, mais les évangiles, attendez, parce que vous ne comprenez pas la philosophie du christianisme. Les évangiles, c'est pas l'islam, c'est pas le judaïsme. Ils sont pas censés régler notre vie sur terre et toutes les us et les coutumes et la manière dont on traite l'autre et les héritages, etc. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est d'abord un esprit. Et pour que le christianisme puisse s'appliquer, encore faut-il que la terre soit chrétienne. Si la terre n'est plus chrétienne, il n'y a plus de christianisme. Vous dites le contraire. Voilà. On écoutera Karim Abric et Judith Vintraube. Ce que vous dites est totalement contradictoire. D'abord, effectivement, la participation de certaines immigrations, quelle que soit la filière par laquelle elles arrivent, que ce soit le droit d'asile, que ce soit le regroupement familial, la participation de certaines immigrations au phénomène de délinquance de manière générale et de criminalité de manière générale est avérée. Même les plus hautes instances de l'État le reconnaissent aujourd'hui, ce qui était tabou hier. Donc la fraude fiscale, c'est les immigrés. Ça, c'est la première chose. La fraude fiscale, c'est les immigrés. Oui, la fraude fiscale, elle tue pas jusqu'à nouvel ordre. Donc ça fait pas de mal au pays, la fraude fiscale. Ça tue pas des gens physiquement. Donc je dis pas que la fraude fiscale c'est bien, mais il faut faire un ordre de priorité. Et c'est des immigrés. Il y en a, oui, évidemment. C'est beaucoup des immigrés qui font la fraude fiscale. La fraude sociale, c'est beaucoup d'immigrés, oui. Excusez-moi. C'est pour ça d'ailleurs que quand Gabriel Attal dit qu'il va vérifier le nombre de retraités qui perçoivent des pensions de retraite à l'étranger, etc., c'est bien que l'étranger et l'immigré de manière générale est au cœur de ces questions. Ou alors j'ai rien compris. Et vous savez, pour le christianisme, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc si vous avez déjà, on a 4 millions de personnes non mal logées en France, 10 millions de pauvres,
Occupez-vous d'abord, selon les principes chrétiens, de régler les problématiques que nous avons en France. Vous êtes le bon samaritain pour aider le gars qui était sur le bord de la route. Il avait de l'argent pour le faire. Si le bon samaritain n'avait pas eu d'argent, il n'aurait pas aidé cette personne. Donc déjà, commençons, si nous avons les moyens, à régler les problèmes que nous avons chez nous, avant de vouloir régler les problèmes de la terre vous vous entière. rendez... Mais il faut adapter, il faut discuter de ça. Mais évidemment, il faut discuter des conditions d'accueil. Moi, je ne suis pas contre, mais je disais juste la porte d'entrée dans le sujet. La porte d'entrée. Quand c'est le fait qu'un individu sur X centaines de milliers ou dizaines de milliers commette un acte criminel, c'est évidemment une porte d'entrée qui est manipulatoire. C'est une évidence. Mais si Ça en vous... fait partie aussi. Est-ce que si on vous donne les profils de ceux qui donnent des coups de couteau quotidiens en France, les profils des gens, est-ce que ça va vous convaincre ? Ou vous allez encore parler de xénophobie? Les profils à quel niveau? Les profils économiques? Les profils à quel niveau? Non, les profils des origines, des gens qui sont chez nous et qui commettent ces actes. Vous prenez le critère des origines parce que vous êtes manifestement intéressé par ça, mais si on prend le je ne critère suis pas économique, je ne pense intéressé. pas que ce soit des milliardaires Vous qui fassent savez, ça. monsieur Devers, moi, ce que je veux, c'est protéger mon pays qui a déjà énormément de problèmes de délinquance, d'insécurité, de pauvreté, de mal logement. Je veux d'abord consacrer mon énergie et mes moyens à mon pays. Si ensuite on a des moyens additionnels et supplémentaires, pas de souci. Moi, pour l'instant, c'est pas le cas. Je vous répondrai en une phrase. J'aime autant la France que vous. On va pas faire un Non, vous aimez autant la France que le monde. C'est ça votre problème. Pas du tout. Il y a des gens qui ont dit la même chose sur les États-Unis au début des années 2000, les George Bush et compagnie et les néoconservateurs. Je veux protéger mon pays par tous les moyens. On a vu où ils l'ont amené leur pays. Oui, ils l'ont amené où? Donc il faut faire attention avec les gens qui disent qu'ils veulent protéger leur pays par tous les moyens. Pas là où il l'a amené Biden. Il nous reste